Donc oui, c'est les 18 ans du prix. Et pour fêter cet anniversaire, ce n'est pas au prix à qui on va donner un cadeau, mais c'est le prix qui vous fait un cadeau. Et le cadeau est un voyage à la découverte de notre planète depuis l'espace. Bonsoir. Alors on va faire un grand voyage, on va prendre un grand pas de recul dans l'espace et dans le temps. On va contempler notre planète depuis l'espace. Donc on va oublier la menace cyber pour parler d'une autre menace qui est la menace écologique. On va montrer que l'émerveillement peut être une solution inattendue à la crise écologique et peut-être à la crise cyber aussi, je ne suis pas sûr. Moi, je suis né il y a 50 ans, pas loin d'ici, à Nice. Et c'est une ville, vous l'avez constaté aujourd'hui, peut-être pas hier parce qu'il pleuvait, qui est connue pour le bleu de son ciel, le bleu de sa mer. Et cette couleur m'a imbibé mes rêves et a aussi guidé toute ma quête pour montrer notre planète depuis l'espace. Moi, j'ai été sensibilisé très tôt à la crise écologique. À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont offert un livre sur les animaux en voie de disparition. Et j'étais sidéré que des espèces entières aient pu quitter le vaisseau Terre et qu'il y ait autant d'espèces menacées qui puissent disparaître. Et notamment à l'époque, il y avait le panda, il y avait 1600 pandas qui restaient et ils avaient fait un carré de 40 par 40. Et à l'époque, je pense que c'est là où je me suis intéressé aux mathématiques. J'étais chercheur en mathématiques derrière, en me disant il ne reste plus que 1600 pandas. Et moi, je vais tout faire quand je serai grand pour essayer de protéger les pandas et plus généralement d'essayer de réconcilier les humains avec la biosphère. Alors, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en tant que chercheur en mathématiques et puis dans différentes entreprises dans la transition écologique et transition énergétique. Et pendant ces 25 ans, les conditions planétaires ne se sont pas améliorées. Et maintenant, ce n'est plus les animaux, c'est aussi les humains qui sont menacés en fait, par ces problèmes écologiques. Là, c'est des images qui datent d'il y a 2 ans, qui ont été prises en Gironde dans ces fameux feux qui avaient détruit une partie des forêts des Landes. Et ces feux, ils sont la manifestation d'un phénomène global qu'on appelle les limites planétaires. Et c'est la conséquence de 2 limites planétaires, une sécheresse cumulée avec une hausse des températures et qui crée des conditions favorables pour ces feux, ces méga-feux. Et récemment, la semaine dernière, il y a une étude scientifique qui a montré qu'on avait dépassé 7 des 9 limites planétaires. Et donc, on est vraiment en train de détériorer le fonctionnement du vaisseau Terre. Et moi, en marge de ma carrière, j'ai toujours essayé de rechercher d'autres solutions pour la crise écologique qui ne soient pas techniques et économiques et qui font appel à d'autres champs de la connaissance, et notamment à la psychologie. Aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont on cherche à résoudre la crise écologique, on essaye de changer les habitudes des gens. C'est très long parce que les habitudes, elles sont ancrées en nous. Mais si les gens avaient fait un peu plus de psychologie, et notamment de la psychologie de l'inconscient, on sait que les habitudes sont dirigées par des programmes inconscients qu'on appelle des croyances. Et donc c'est plus simple de changer les croyances que de changer les habitudes, parce que d'un coup, si vous changez une croyance, il y a un grand nombre d'habitudes qui peut changer. Et derrière les croyances, il y a une couche basse logicielle, un peu une sorte de operating system qui est dans l'être humain, qu'on appelle la worldview, qui est la couche en fait de logiciel qui s'active le matin quand vous vous réveillez. Et cette couche, elle vous dit que vous êtes un homo sapiens, que vous vivez au XXe siècle, mais il y a un élément dans cette couche qui n'a pas changé depuis le néolithique, qui est le fait qu'on soit petit sur une grande planète. Tous nos sens nous renvoient à l'idée qu'on est minuscule et qu'on n'a aucun impact sur la planète. Pour certains d'entre vous, vous êtes venus de très loin et vous vous rendez compte que cette planète est grande. On a du mal en tant qu'individu à se dire que nos actes ont des conséquences parce que cette planète est immense et on ne voit pas comment nos actions pourraient détériorer cette planète. Alors si vous étiez seul sur cette planète, vous pourriez jeter tous les mégots et tout polluer autour de vous, ça n'aurait effectivement aucune conséquence sur le fonctionnement du vaisseau Terre. Le seul problème, c'est qu'on est 8 milliards. Et à 8 milliards, en fait, on n'est plus petit sur une grande planète, on est grand sur une petite planète. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver un moyen qui inverse dans notre psyché ce rapport d'échelle, de façon à ce qu'on comprenne de manière claire qu'on était grand sur une petite planète et non pas l'inverse. Et à la fin de mes études d'ingénieur, j'ai un ami qui, par hasard, m'offre un livre. Lui, il avait commencé sa carrière à l'aérospatiale.
Il travaillait sur le projet Ariane 5 à l'époque. Et il m'a offert un livre qui s'appelle Clair de Terre, qui est un livre édité par l'Association des explorateurs de l'espace, c'est-à-dire c'est l'association des anciens astronautes. Et dans ce livre, il y avait des photos sublimes de la Terre vue depuis l'espace, mais aussi des citations d'astronautes. Et j'ai été frappé par la poésie et par le contenu de ces citations. Je vais vous en lire quelques-unes pour que vous voyez à quel point ces citations montrent que ces astronautes ont été transformés. La première, c'est une citation d'un astronaute d'Arabie Saoudite qui dit « Les premiers jours, nous montrions nos propres pays. Au 3e et au 4e jour, notre continent. Dès le 5e jour, nous fîmes plus attention qu'à la seule Terre. » Il y a l'idée, quand vous êtes dans l'espace, que la notion de nation, la notion de pays n'existe plus et qu'on n'est qu'une seule planète, une seule humanité. Le motto de ces assises, c'est « ensemble ». Et on voit des humains ensemble, on ne voit pas des humains séparés, en guerre, etc. Et depuis l'espace, l'idée qu'on forme une seule humanité est une évidence. Une deuxième citation d'un astronaute américain, Loren Acton, qui dit « Je regardais au dehors la noirceur de l'espace, semée splendidement d'un univers de lumière. Je vis sa majesté, mais nulle bienveillance. C'est en dessous qu'il y avait une planète accueillante. Là-dessous, enclos dans la fine et mouvante coque de sa biosphère, si étonnamment fragile, il y avait tout ce qui était cher à nos cœurs, tout le drame, toute la comédie humaine. C'est là qu'est la vie, l'action, toutes les bonnes choses de la vie. » Quand vous êtes dans l'espace, dans la Station spatiale internationale ou sur la Lune, vous contemplez toute l'humanité sauf vous. C'est une condition très particulière pour prendre du recul. Et de cette condition, vous voyez aussi autour de vous une chose qu'on ne réalise pas sur Terre, c'est qu'on est dans l'espace. C'est-à-dire quand vous levez la tête, vous voyez toutes les étoiles autour de vous et vous réalisez qu'en fait la Terre, c'est une petite oasis fragile au milieu de rien. La prochaine étoile où il pourrait y avoir de la vie, c'est Proxima du Centaure, c'est 4 années-lumière. Il faudrait 10 000 générations pour y aller, 10 000 générations pour revenir. Probablement, le temps qu'on arrive, on aura oublié la question qu'on se posait en voyageant là-bas. Et donc, quand vous êtes dans l'espace, vous vous rendez compte du miracle en fait, d'habiter sur cette planète et vous voulez en témoigner de ce miracle parce qu'il vous frappe comme une évidence. Et aujourd'hui, nous, quand on est sur le plancher des vaches, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une évidence. Une autre citation d'un astronaute d'Allemagne, cette fois-ci, qui dit « J'aurais souhaité à mon retour que les gens me demandent comment c'était là-haut, comment je m'étais associé à cette noire brillance du monde et quelle impression cela m'avait fait d'être comme une étoile tournant tout autour de la Terre. » Ce que dit cette citation, c'est que quand il est revenu, on ne lui a pas posé les questions qu'il souhaitait qu'on lui pose. Et il y avait beaucoup de citations qui étaient de cet ordre-là, de personnes qui avaient accédé à une sorte de vérité supérieure et qui étaient incompris à leur retour sur Terre. Un peu comme dans le mythe de la caverne de Platon, où ils ont découvert ce qu'il y avait derrière les ombres, et quand ils en ont témoigné aux autres, personne ne voulait les écouter. Et vous avez beaucoup d'astronautes qui ont eu des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcoolisme, et qui ont été très perturbés en fait, par l'expérience qu'ils ont eue dans l'espace. Et notamment après avoir vu ces citations de ce type-là, je suis parti à la rencontre en France, puis après aux États-Unis, de nombreux astronautes. Je suis allé écouter des conférences. Et effectivement, quand vous entendez une conférence d'astronautes, les questions qu'on leur pose le plus souvent, ce n'est pas l'émerveillement qu'ils ont eu dans l'espace, mais c'est de savoir, en fait, comment est-ce qu'ils font pour faire pipi, comment est-ce qu'ils dorment la tête en bas, enfin, ce genre de questions. Et rarement, on les questionne sur ce qui s'est passé là-haut et qui les a profondément changés. Et moi, j'avais l'intuition que ce qu'ils nous décrivent là, si tous on arrivait à le vivre, ça serait quelque chose qui serait de nature à faciliter la transition écologique. Alors, quand j'allais à ces conférences d'astronautes, je leur posais toujours la question, est-ce que vous n'avez pas eu une expérience qui vous a transformé en poète là-haut, alors que vous êtes ingénieur, vous êtes militaire? Et ils me disaient, revenez plus tard, en fin de session, et je vous répondrai. Ils ne voulaient pas répondre en public. Et quand j'allais les voir, très souvent, ils avaient les larmes aux yeux en repensant à ce qu'ils avaient vu en voyant la Terre depuis l'espace. Et beaucoup m'ont dit, je suis tombé amoureux de la Terre. Et quand ils m'ont dit ça, c'était quelque chose de très profond. Je me suis dit, on devrait pouvoir en fait recréer cet effet. Et je me suis rendu compte que cet effet que les astronautes ont vécu dans l'espace, il avait un nom, il s'appelait l'Overview Effect. C'est un nom qui a été donné par un chercheur d'Harvard qui s'appelle Frank White. Et Frank White, il a interviewé, lui, plus de 80 astronautes. Et il s'est rendu compte que il y avait 4 choses quand vous les superposez, qui créent l'Overview Effect. C'est la vision grand large de la Terre, qui tourne un peu comme un carrousel, le silence, la peur, parce que vous êtes dans un environnement extrêmement fragile, et donc vous ressentez
davantage la fragilité de la Terre. Et puis la dernière chose, c'est l'apesanteur qui crée une condition particulière. Et toutes ces conditions ensemble, ça crée les conditions pour avoir une expérience extatique ou quasi mystique et qui les a fait tomber amoureux de la Terre. Et en voyant ça à cette époque, on était en 1997, je me dis, mais on devrait pouvoir en fait recréer en fait une expérience informatique pour faire vivre cet émerveillement aux gens et activer chez eux une graine de conscience planétaire comme ces astronautes ont eu. Donc avec cet ami qui m'avait offert ce livre, qui était maintenant au MIT, moi j'étais chercheur en mathématiques à Chicago, on a commencé à regarder différentes images de la Terre en orbite pour voir si on pouvait recréer l'overview effect. Et notamment, on a essayé dans son laboratoire du MIT, qui était un laboratoire de réalité virtuelle, mais à l'époque, un système de réalité virtuelle, ça coûtait $1 million, donc c'était pas ça qui pourrait généraliser l'overview effect. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir le généraliser à tous et pas envoyer les gens dans l'espace comme le fait le tourisme spatial. Et en regardant en fait les différentes images de la conquête spatiale, celles qui avaient le plus d'impact, on s'est rendu compte que les astronautes du programme Apollo avaient eu l'overview effect le plus profond et avaient même eu des expériences qui avaient vraiment changé leur vie. Et l'image la plus connue de l'époque Apollo, c'est cette image qui s'appelle Blue Marble. C'est une image que vous avez tous déjà vue. En fait, cette image, c'est la première image de la Terre tout éclairée qui a été prise dans l'histoire de l'humanité. Elle a été prise par les astronautes de la mission Apollo 17 le 7 décembre 1972, donc on a fêté il y a quelques mois ses 50 ans, comme les miens. Et cette image, en fait, c'est la première fois où des humains ont vu la Terre tout éclairée, mais c'est aussi la première fois où la Terre s'est vue elle-même à travers nos yeux, à quoi elle ressemblait. Donc c'est un moment où l'humanité a ouvert l'ère de la conscience planétaire, mais aussi l'ère où la planète, à travers nos yeux, a pris conscience d'elle-même. Et cette photo, comme c'était la seule photo qui a été prise, et c'était la dernière, parce qu'il n'y a pas eu d'autres missions humaines après Apollo 17, jusqu'à il y a très récemment, c'était la seule photo qu'on avait dans la Terre, et dans tous les livres de géographie ou dans toutes les publicités où on a besoin d'une photo de la Terre, c'était toujours cette image qu'on mettait, et Blue Marble, c'est devenu l'image la plus connue de la conquête spatiale. Et moi, je me disais, si on prend un satellite, qu'on le place dans l'espace pour faire d'autres photos en fait, de la Terre tout éclairée, on devrait pouvoir faire des vidéos de la Terre tout éclairée, et ça pourrait avoir un impact émotionnel encore plus fort que Blue Marble, qui a été à l'origine, en fait, dans les années 70, de la création de tous les mouvements d'écologie globale. Et donc je me mets à imaginer où est-ce qu'il faudrait mettre ce satellite. En fait, si vous voulez un satellite qui filme la Terre toujours éclairée, il faut que vous soyez sur l'axe Terre-Soleil, parce que sinon, il y a toujours une part de la Terre qui est dans l'ombre. Et sur l'axe Terre-Soleil, soit vous êtes trop proche de la Terre et vous rentrez dans le bassin d'attraction de gravitation de la Terre, soit vous êtes dans le bassin d'attraction du Soleil. Et entre les deux, il y a un point mathématique, qu'on appelle un point SEL, qui est un point d'équilibre où les forces de gravitation du Soleil et de la Terre s'égalisent. En fait, le problème, c'est que ce point, il est très loin pour envoyer un satellite. Il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et moi, je rêvais à cette époque de faire partir un satellite là-bas et qui puisse prendre des vidéos de la Terre depuis l'espace pour émerveiller les gens et aller plus loin dans cet overview effect. Bon, j'avais 23 ans, je n'avais pas les moyens de construire un satellite comme ça et surtout pas pour l'envoyer à 1 500 000 km de la Terre. Et au même moment où j'avais ce rêve, il y a une autre personne qui a eu le même rêve, sauf que cette personne était vice-présidente des États-Unis. C'est Al Gore. Et Al Gore, en mars 1998, je découvre complètement par hasard dans un journal qu'il rêve de faire partir un satellite pour filmer la Terre au point de Lagrange. Et en fait, cette idée lui est venue parce que au mois de décembre 1997, il avait été le principal artisan des accords de Kyoto, qui ont fait le protocole de Kyoto, et il cherchait un moyen pour accompagner les Américains, mais même toute l'humanité, dans ses quêtes vers les énergies fossiles. Et dans son bureau à la Maison-Blanche, il avait cette image de Blue Marble, et il s'est dit à un moment, tiens, si on avait d'autres images que Blue Marble, peut-être qu'on pourrait inspirer l'humanité et voir Gaïa, la Terre, s'ouvrir petit à petit. Donc il a appelé la NASA pour savoir s'il y a d'autres images, et puis la NASA lui a dit, non, on n'a pas d'autres images de la Terre que ça. Donc il leur a dit, il faut construire un satellite, et ils lui ont dit, le seul moyen, c'est de construire un satellite et qu'il aille au point de Lagrange à l'un, et il dit, écoutez, je vous donne le budget, vous le construisez. Alors là, moi, j'étais ravi parce que je n'avais plus qu'à attendre que ce satellite parte, et en plus, Al Gore était pressé, il voulait qu'il parte avant la fin de l'année 2000 pour que symboliquement, ce satellite marque le début du 3e millénaire et marque notre entrée dans une nouvelle ère où il y aurait une ère de conscience planétaire. Donc je me dis, il n'y a plus que 2 ans à attendre, et j'avais même postulé à la NASA pour m'occuper de la valorisation émotionnelle de ces images. Malheureusement,
tout ne s'est pas passé comme prévu parce qu'entre-temps, Al Gore avait eu un autre objectif, c'était de devenir président des États-Unis. C'était le candidat démocrate pour l'élection de la fin de l'année 2000, justement. Et il a perdu cette élection contre George Bush. Et c'est une élection où ils ont dû recompter les votes pendant un mois en Floride. Et Bush a tellement été énervé par ce recompte en Floride que quand il est arrivé à la Maison-Blanche, la première décision qu'il a prise avec son vice-président Dick Cheney, ça a été d'annuler la mission d'Al Gore. Donc il a tué le rêve d'Al Gore et il a tué le mien en même temps. Donc il m'a fallu quelques semaines pour me remettre de ce cynisme de ces gens qui tuaient des rêves, d'une mission qui était prête à partir. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il y a un nouveau siècle qui s'ouvre, on peut en choisir la couleur. Et moi, je vais raconter en fait l'histoire du 21e siècle dans lequel on réussirait la crise écologique. Et vu que je n'avais pas les images, je me suis dit, je vais raconter en fait cette histoire de l'Overview Effect dans un roman. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que ça allait me prendre 10 ans pour l'écrire et le publier. Mais donc, c'est des romans qui ont été publiés en 2010 et en 2012, qui s'appellent Siècle bleu, dans lequel le personnage principal, qui s'appelle Paul Garner, est un astronaute qui est bloqué sur la Lune. Il fait partie du premier contingent américain à retourner sur la Lune. C'est une mission qui aura lieu peut-être dans 2-3 ans, là maintenant. Donc, le livre devient vraiment d'actualité. Et il est bloqué sur la Lune parce qu'il y a eu un problème géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Et il n'a pas d'autre chose à faire que de regarder la Terre. Et il tombe amoureux de la Terre. Il vit cet Overview Effect. Il le partage avec tout le monde. Et à la fin du 2e tome, il rêve que ce satellite parte dans l'espace et qu'il permette à tout le monde de vivre ce que lui a vécu depuis la Lune. Alors le point de Lagrange, c'est 4 fois plus loin que la Lune, puisque la Lune elle est à 400 000 km, donc c'est 4 fois plus loin que la Lune. Aucun astronaute n'a été au point de Lagrange. Donc j'écris ça à la fin de ce roman, et parfois la fiction influe sur la réalité, ou c'est peut-être juste un hasard. Mais en 2013, un an après avoir publié ce 2e roman, j'apprends en fait que le satellite que Al Gore avait construit n'avait pas été détruit. Il avait été remisé dans un frigo de la NASA. Et que Al Gore et Obama, qui étaient au pouvoir, avaient fomenté un coup pour le mettre à l'intérieur d'un autre satellite qui partait au point de Lagrange L1. Ça, c'est un satellite qui va plus vous parler. C'est un satellite qui s'appelle Discover, c'est un satellite de l'US Air Force qui fait partie du dispositif de cyberdéfense des États-Unis. En gros, Discover, c'est la vigie de la Terre pour détecter les éruptions solaires qui pourraient créer des perturbations électromagnétiques et endommager à la fois les satellites qui sont en orbite, mais aussi les réseaux électriques, voire même tous les appareils électroniques qu'on aurait. Donc ce satellite avait pour mission de partir au point de Lagrange L1 et de nous informer à l'avance de ce qui se passerait sur le Soleil. Et Al Gore et Obama ont en douce installé à l'intérieur de ce satellite qui filmait le Soleil une caméra pour filmer la Terre. Et personne n'était au courant de ce satellite. J'avais découvert ça dans un obscur blog spatial, donc j'en parle à personne. Et l'année d'après, il faut un appel d'offres pour faire partir ce satellite de l'US Air Force. Et à l'époque, je me dis, c'est pas possible. C'est une petite start-up qui gagne cet appel d'offres. Cette start-up, elle s'appelle SpaceX. Et à l'époque, SpaceX, il ratait encore des lancements, il faisait exploser des fusées. Maintenant, ils les font exploser, mais pour tester, en fait. Et je me dis, c'est pas possible. Si le satellite, Elon Musk le fait exploser, j'aurais attendu 17 ans. Donc je prie, et puis en 2015, il y a le lancement en fait d'une fusée Falcon 9. Le lancement, il n'y a pas de problème. Et puis, quand le satellite arrive en orbite, il y a un tweet d'Al Gore qui dit aux Républicains, vous voyez, le satellite que vous avez annulé il y a 10 ans, il y a 17 ans, il est en train de partir vers le point de Lagrange. Donc, il a eu sa revanche, mais vous allez voir que ça va avoir des conséquences. Donc le satellite part et il arrive en juillet 2015 au point de Lagrange, et c'est Obama lui-même qui a annoncé ces images. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un raz-de-marée, en fait, comme dans mon livre, et que ça fasse une prise de conscience planétaire. Donc il fait une conférence de presse, il fait aussi un tweet, et sur son tweet, il monte une photo, donc Blue Marble 2, qui est la 2e photo de la Terre prise depuis l'espace. Donc c'est à peu près la même que la première, sauf qu'elle est centrée sur les États-Unis. Et si vous regardez ce tweet attentivement, il y a eu 31 000 likes. C'est à peu près ce que Mbappé a en 10 secondes comme nombre de likes. Donc ça n'a pas eu l'effet que moi j'attendais dans le livre, mais surtout il n'y avait qu'une seule image. Avant on en avait une, maintenant on en avait 2, c'est pas avec 2 qu'on allait changer les choses. Donc je vais sur le site de la NASA pour voir s'il y avait d'autres images et surtout les vidéos que moi je voulais mettre en émotion. Et
il n'y avait pas d'autres images. Il y avait un communiqué de presse qui disait il faudra attendre le mois de septembre, il y a encore des réglages à faire sur le satellite et on va mettre les images au mois de septembre. Moi, je n'étais pas à 2 mois près, ça faisait 17 ans que j'attendais ce satellite. Donc au mois de septembre, je retourne sur le site de la NASA et sur le serveur de la NASA, je trouve 10 photos le premier jour, le deuxième jour 10 photos de la Terre prises toutes les 2 heures. Et avec 10 photos, en fait, j'essaye. On ne peut pas faire un dessin animé ou un film en HD parce qu'il n'y a pas assez d'images. Donc, j'envoie un message au webmaster du site de la NASA pour lui dire est-ce que vous n'auriez pas plus d'images? J'imagine que vous n'avez pas tout mis sur les serveurs pour ne pas encombrer les serveurs, mais nous, on serait intéressés pour un projet pour avoir plus d'images. Et là, le webmaster de la NASA, qui était aussi un des responsables de cette mission, il nous dit en fait, désolé, on a complètement oublié, on a gardé la carte mémoire de 1997 et on n'a pas assez de mémoire et on peut avoir que 10 images. Là, j'ai perdu la foi dans l'espèce humaine. Tu vois. Donc j'oublie ce projet en me disant mais vraiment avoir attendu 17 ans pour finir de manière aussi médiocre, c'est pas possible, quoi, tu vois. Donc, 2 mois après, il y a eu des événements à Paris, les attentats du 13 novembre. Et en fait, moi, j'habite juste à côté de la place de la République à Paris. Et ça m'a beaucoup marqué en fait, ces attentats. Et je me suis dit, on a besoin de poésie, on a besoin de faire quelque chose. Donc j'ai mis un message sur les réseaux sociaux en disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut m'aider à regarder ce qu'on pourrait faire avec ces images? Je ne sais pas ce qu'on peut en faire. Et mon ami qui était au MIT, entre-temps, il avait fait toute une carrière comme ingénieur dans la 3D, en réalité virtuelle en Israël. Et il me dit, écoute, on a commencé cette histoire ensemble, si tu veux, on peut continuer ensemble, je vais venir à Paris, on va regarder ce qu'on peut faire avec les images. Et en fait, on se rend compte que sur les images, la vitesse de rotation de la Terre est beaucoup plus rapide que la vitesse de rotation des nuages. Les nuages, ça va maximum à 300 km/h, et la Terre, elle fait 40 000 km en 2 heures, donc c'est 2000 km/h à l'équateur. Et donc, il me dit, si on projette les images sur une sphère et qu'on fait une interpolation, on devrait avoir des images pas trop moches de la Terre qui tourne depuis l'espace. Et moi, je dis, pas trop moche, c'est pas assez bon. Nous, il nous faut quelque chose d'absolument magnifique. Mais il me dit, on va essayer, puis après, on verra avec des algorithmes si on peut arriver à améliorer les choses. Donc, on passe nos nuits en marge de nos boulots, en marge de nos familles, à construire en fait cet algorithme pour projeter ces images de la Terre et créer le premier film de la Terre tout éclairé vu depuis l'espace. Et en mars 2016, au milieu de la nuit, à 2 heures, je m'en rappelle, on réussit à faire tourner notre code et pour la première fois, on voit la Terre tout éclairée. On était les premiers humains à voir la Terre tout éclairée tourner depuis l'espace. Alors je pleure, il pleure, on va se coucher, puis le lendemain matin, on raconte ça à nos femmes respectives. Elles en ont rien à faire, quoi, tu vois, donc, Mais bon, on s'accroche, et puis lui, dans l'après-midi, il me dit, tu sais quoi, la vidéo, je vais la mettre sur Instagram. Elle n'était pas parfaite, notre vidéo, et je vais taguer la NASA, on verra ce qui réagit. Je lui dis, tu sais, tu as 112 followers sur Instagram, la NASA, ils en ont 15 millions, je pense qu'ils en ont rien à faire de ton post. Donc, il poste la vidéo sur Internet, et 2 heures après, on reçoit un mail de la NASA qui nous félicite et qui nous demande comment on a fait, tu vois. Alors là, c'est un grand moment pour nous. Et le lendemain, on se retrouve au téléphone avec le chef de la mission Discover. Et je pense que le gars était heureux. Il trouvait les 2 seuls gars dans le monde qui s'intéressaient à son satellite, quoi, tu vois. Et lui était en charge depuis 17 ans de ce projet. Donc là, des vieux discussions nous, on avait toutes les specs, on lui pose plein de questions, il voit qu'on était passionnés. Puis au bout d'un quart d'heure, moi, je lui repose la question, je dis, bon, il n'y a que 10 images sur le serveur, mais vous n'en auriez pas d'autres, s'il vous plaît, quoi. Puis là, il nous dit, non, mais en fait, on a pensé à tous les paramètres, mais on a oublié l'histoire de la carte mémoire. On se dit, c'est pas possible. Mais il nous dit, il y a un truc dont vous n'avez pas tenu compte, c'est que le satellite, il n'est pas au point de Lagrange, il n'est pas dans un point fixe, parce que le point de Lagrange, c'est un point instable mathématiquement. Il fait une courbe autour du point de Lagrange qui s'appelle une courbe de Lissajous. Et il nous dit, vous n'avez pas tenu compte de ça dans votre algorithme, donc je vais vous envoyer les coordonnées de cette courbe, et vous allez les ingérer, ça va peut-être améliorer un petit peu les images. Bon. On ingère cette courbe dans notre code, et là, on se rend compte qu'en fait, les images deviennent parfaites, et 10, c'était exactement le magic number dont on avait besoin pour faire une vidéo 4K de la Terre qui tourne depuis l'espace. Mais il fallait être un peu opiniâtre pour y arriver, quoi. Donc, quelques semaines après, je me retrouve invité sur la scène d'un TEDx à présenter ce que je vais vous présenter maintenant, c'est-à-dire ces images de la Terre. Et là, au moment où on éteint la lumière, je me dis, bon, les gens vont avoir l'impression de voir Google Earth, mais nous, c'est des images réelles. C'est la première fois où voilà, on voit ces images de la Terre. Et au moment où on rallume la lumière après cette projection, il y a un silence énorme dans la salle. Et là, je me dis, j'ai fait un bide énorme, ça n'a pas du tout provoqué ce que je voulais. Et en fait, tout le monde était en train de pleurer.
Et les gens n'ont pas voulu sortir de la salle et il y a eu un moment de grâce. Alors on s'est dit, tiens, ce projet, il a peut-être le même potentiel que ce qu'il y avait dans mon livre. Donc on crée une application qui s'appelle Blueturn, qu'on crée en quelques semaines. Et cette application, tous les médias en parlent. On se retrouve invité par Frédéric Lopez à Rendez-vous en Terre Inconnue à présenter ça à des millions de personnes. Donc nous, on n'avait pas du tout optimisé ça sur nos serveurs. On se retrouve avec des factures de milliers d'euros de cloud opérateurs de l'époque. Mais surtout, tout le monde commence à parler de ce projet-là, et notamment les politiques. Et un an après la COP21, on se retrouve invité par la ministre de l'époque de l'Environnement, Ségolène Royal, pour fêter les 1 an de la COP21. Donc c'était un grand honneur. Et puis après, il y a eu un changement de président. C'est Macron qui est passé à la tête de la France. Et pour la COP23 à Bonn, le ministère de l'écologie en France nous a demandé en fait, si on pouvait mettre ces images de la Terre sur le stand de la France. Alors nous, on a dit bien sûr, mais par contre, à l'époque, il y avait eu un hiatus entre la France et les États-Unis à propos de l'accord de Paris dont Trump s'était retiré. Et on leur a dit, vous ne mettez surtout pas le slogan de Macron « Make our planet great again » dessus, parce que nous, notre but de notre satellite, c'est de réunir les républicains, les démocrates, tout le monde. Et en fait, ça leur a donné l'idée de mettre « Make our planet great again » dessus. Et donc, on était moyennement contents. Et puis là, vous voyez Emmanuel Macron et Nicolas Hulot, qui était le ministre de l'écologie de l'époque, qui regardaient la Terre, mais je ne suis pas sûr qu'il ait bien regardé pour que la Terre change vraiment, quoi. Alors, quand vous vous intéressez à ces sphères politiques, parfois, vous intéressez les gens que vous ne voulez pas. Et justement, on a attiré l'attention de Donald Trump. Et je ne sais plus la date, c'est mars 2017, alors que Donald Trump était président des États-Unis. Moi, je me lève un matin, j'avais 17 messages en absence, et je me dis, c'est pas possible, il doit y avoir ma mère qui est morte, ou je sais pas. Et en fait, j'écoute les messages, en fait, c'est les gens qui me disent, va voir les journaux, va voir les journaux. En fait, Donald Trump, quand il a été élu, une des attributions du président des États-Unis, c'est de faire la roadmap de la NASA. Donc lui, il voulait que les États-Unis aillent sur la Lune, retournent. Et puis, il y avait toute une série de choses. Et à la fin, il y a un petit point, éteindre la caméra qui filme la Terre du satellite Discover. Et ça, c'était pour rendre l'appareil à Al Gore, qui avait fait, vous savez, son petit tweet pour dire nananananer, le satellite est parti. Et on a passé 6 mois à essayer de sauver le satellite. Et le budget en fait, de ce satellite, c'était juste une personne qui traitait ces images. Et il y a eu tout un moment où dans le Congrès, dans les 2 chambres du Congrès, il y avait un budget de la NASA où il n'y avait pas ce bonhomme, un budget où il y avait ce bonhomme. Et finalement, on a réussi à sauver cette ETP-là. Et là, je me dis, bon, je vais lâcher mon boulot. Moi, j'étais directeur général d'une société qui gérait les marchés de l'énergie en Europe. Je me dis, il y a une nouvelle décennie qui commence importante pour le climat. Donc, je vais me lancer là-dedans et à fond sur cette ONG. Et là, nouveau problème, le satellite tombe en panne. Donc, bon, de temps en temps, il avait des pannes. Puis là, on s'aperçoit que c'est sérieux, c'est-à-dire que le satellite, pour pouvoir filmer la Terre, il a 3 roues gyroscopiques. En fait, il en a cassé une. Et à 1 500 000 km, vous ne pouvez pas envoyer des réparateurs pour le faire. Donc la NASA a fait un truc, ça a duré 6 mois. Ils ont fait quelque chose comme dans Apollo 13. Ils ont reconstitué une maquette en fait, du satellite et ils ont réussi à trouver un algorithme avec 2 gyroscopes pour pouvoir positionner la Terre vers la Terre et faire que le satellite pointe dans cette direction. Et ils ont fait une upgrade logicielle à 1,5 million de kilomètres de la Terre et ça a marché. Et aujourd'hui encore, le satellite fonctionne toujours. Donc bravo à ces ingénieurs de la NASA. Alors là, c'était fin 2019, et là, je me dis, allez, maintenant, je quitte mon travail. Donc, je quitte mon travail. On crée une ONG qui s'appelle One Home, que je préside, avec des artistes, avec des philosophes, avec Frank White, qui était le monsieur qui avait inventé l'Overview Effect. Et on fait des appels à artistes pour créer ces images. Et puis là, il se passe... Et moi, j'avais 50 présentations dans le monde prévues pour présenter ce projet au JO, à l'exposition universelle à Dubaï. Mais il y a eu un petit problème qui s'appelle le Covid. Tu vois, et du coup, j'en ai fait qu'une de ces présentations, quoi. Donc, voilà. Mais bon, on a quand même lancé ce projet. Et puis maintenant, on peut à nouveau se réunir et regarder ces images de la Terre. Et là, maintenant, vous allez écouter une vidéo de Yael Naïm, qui est une artiste franco-israélienne qui nous a fait l'honneur de composer une musique pour le projet One Home. Donc on va éteindre les lumières et ensemble, pendant 4 minutes, vous allez vous sentir astronaute, vous allez être au point de Lagrange L1 et vous allez voir des images qu'aucun astronaute n'a vues. Et puis on pourra échanger après ces 4 minutes de projection. Donc je vous souhaite un bon voyage dans l'espace à admirer la Terre telle qu'on ne l'a jamais vue.
you see? Can you feel the love? Haven't you seen? Haven't you felt the love? I understood how important you were to me. The day I almost lost you. I want to start it all over again and learn to love you the way we all deserve to be. Loving you is to think of your needs too. Is loving making the effort to be attentive to you, to protect you. This effort then becomes easy. It becomes a pleasure to touch you, to lay my body on you, to feel your warmth, to help you grow, to be fed by you, to stop intoxicating and wanting to control you, to resolve problems together, to enjoy each other in every moment we have, to make plans for the future, to stop taking you for granted, to love you, to love you. Alors, vous pouvez trouver ces images, elles sont en libre accès gratuite sur notre site onehome.org. Il y a des vidéos faites avec d'autres artistes, avec des philosophes, avec des astronautes, des activistes, avec des gens du monde entier. Et c'est des vidéos que vous pouvez utiliser pour montrer à vos enfants, pour montrer dans vos entreprises, montrer dans des événements. Elles sont faites là pour ça. Et dans quelques mois, on va mettre en ligne une carte interactive qui permet de montrer en fait tous les événements où ont lieu des projections de la Terre. Voilà. Et en fait, moi, je vous disais, en 2020, quand on a lancé ce projet, on était bloqué à la maison. Donc, je me suis mis à écrire un roman pour raconter en fait comment ces images qui existaient maintenant peuvent vraiment changer le monde. Donc, c'est une trilogie dont le premier tome est sorti il y a 6 mois, qui s'appelle La Révolution bleue. Le livre s'appelle La Petite Princesse et c'est inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est un thriller géopolitique, mais où le Petit Prince est au cœur de l'intrigue. Et pour information, en fait, Saint-Exupéry avait promis à sa femme d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'appeler La Petite Princesse. Et la lettre n'a été retrouvée qu'il y a 2 ans. Donc ça, c'est le point de départ du livre. Et c'est l'héritier d'Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit la préface de ce livre. Et vous pouvez retrouver cette conférence aussi sur mon site jpgou.com. Et moi, je suis devenu conférencier aussi pour faire vivre à tous ce moment. Voilà, merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, je suis là pendant quelques minutes pour répondre à vos questions avant que vous partiez faire la fête. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des questions?
des questions ou des réactions, des partages d'émotions, enfin ce que vous voulez, quoi, tu vois. Ça vous a plu? Si vous voulez. Si vous voulez le dire, hein, allez-y. Bonjour. Ouais, bonjour. Ah, c'est pas qu'on n'a pas de questions, c'est que c'est difficile de parler après ça, quoi. Moi, ma question, c'est, vous pouvez pas vous arrêter là, donc c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous allez nous sortir d'extraordinaire encore? Qu'est-ce que vous avez dans les cartons? Alors, il y a les suites sur One Home et il y a la suite sur le roman. Et moi, je travaille sur les deux plans, vraiment. Dans ce roman, et vous pourrez trouver la conférence sur révolutionbleue.fr, je cherche un concept sur l'humanité. Et là, j'ai un concept qui s'appelle Homo Biosphéris. Et on va l'intégrer dans One Home parce qu'une fois qu'on a été transformé comme ça ne dit pas comment l'économie doit se transformer. Et donc, moi, je travaille sur ça. Et j'ai une entreprise aussi à côté qui s'appelle Biosphère Economics que j'ai créée, qui travaille sur ça. Mais j'essaye d'attaquer par l'émotion, c'est-à-dire dans ces images, il n'y a pas de chiffres, ce n'est pas le rapport du GIEC, et c'est des images qui mettent en général tout le monde d'accord et où on réalise en fait la chance extraordinaire de vivre sur cette planète. Et quand on a ce regard des astronautes, on se dit mais pourquoi on n'en prend pas soin? Ça ramène des évidences. Le roman, c'est vraiment pour raconter un scénario. Pour moi, c'est vraiment de la prospective, quoi. Et le monde de l'entreprise, c'est aussi pour agir concrètement dedans. Et dans One Home, on est en train de réfléchir aussi à des moyens donc déjà d'utiliser ce que l'informatique peut faire de mieux, c'est-à-dire ce qui était l'utopie au départ d'Internet, c'est-à-dire de créer un village global et de rassembler les gens autour de ces images. Donc il y a toute une série d'expériences qu'on va rajouter aussi dans notre ONG One Home là-dessus. Donc ça, je pense que ça va m'occuper les 2 prochaines années, quoi. Donc, voilà. Juste une autre question, après je donne la parole aux autres, mais il y a des événements, par exemple Davos, vous deviez y aller, il est prévu y aller, alors, vous ne voulez pas y aller parce que c'est pas... Non, donc ça a été projeté dans des gros sommets, mais pas à Davos, enfin dans des petites salles à Davos, mais pas en plénière à Davos. Et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que plus vous montez haut dans les échelons, moins les gens sont réceptifs à ça, parce que la charge mentale qu'ils ont ou la disponibilité pour revenir à une âme d'enfant et de s'émerveiller, elle est plus difficile. Et surtout quand ils sont ensemble. Si vous prenez un politique seul ou avec sa famille, il va être émerveillé comme vous. Si vous le mettez avec tous les leaders mondiaux, il reste dans une posture qui font qu'ils ne vont pas pleurer, ils ne vont pas s'émouvoir parce que ça ne se fait pas entre gens de cette chose-là. Donc nous, ce n'est pas forcément vers ça. On essaie plutôt de créer un mouvement citoyen. Et c'est ce que je raconte dans le bouquin. Quelque chose de bottom-up et aussi d'essayer d'avoir... quelques politiques qui soient inspirés par ça et que ça les inspire. Mais je pense que c'est à tout le monde de changer, quoi. Et pas juste des personnes et de dire c'est à cause de ces 3-là qui dirigent le monde que tout ne va pas. C'est à chacun de nous de changer. Et c'est vraiment ce que je raconte moi dans ce roman, c'est le changement collectif. Et une fois que la base est là, du coup ça crée des électeurs, vous avez d'autres types de politiques. Et attendre des politiques, on le voit bien, c'est pas comme ça que ça fonctionnera, quoi. Bonjour, Michel Dubois. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo magnifique et cette patience que vous avez eue. Je trouve que au-delà des images que vous avez faites, il y a un lien énorme que vous faites entre l'homme et la nature. Je suis mathématicien, j'ai soutenu ma thèse de mathématiques il y a un peu moins de 10 ans maintenant. J'ai toujours été fasciné par la beauté des mathématiques, qui est pour moi la science ultime, puisque c'est la science parfaite en fait, qui a été inventée par l'homme, et c'est là où je vois un lien où en fait vous avez, j'ai toujours été fasciné par les fractales, par les ordinateurs étranges, et voilà, c'est des choses extraordinaires à voir. Et là, vous faites un lien en fait entre tout l'algorithme mathématique, toute la réflexion mathématique que vous êtes obligé de mettre en place pour mettre en valeur ces images, au travers des sciences qu'il a fallu aussi pour amener ce satellite au point de Lagrange. Voilà, et en fait, il y a un lien énorme entre ce que l'homme a été capable d'inventer et je trouve une source d'espoir énorme là-dedans, en fait, en ce que l'homme a inventé avec les mathématiques et puis ce que la nature nous donne au travers de ces images. Merci. Mais ce que vous dites, c'est très juste, et ça nous rappelle toujours à la question de l'intention derrière la technologie ou derrière les mathématiques, c'est-à-dire quand vous inventez un couteau, vous pouvez faire la meilleure des ratatouilles ou tuer votre femme avec, quoi. Je veux dire, et avec l'informatique, c'est pareil. Vous pouvez faire Shine avec de la fast fashion livrée avec des IA automatiquement et qui font travailler des Ouïghours,
où vous pouvez créer des choses extraordinaires. Et le but de ce projet, c'est aussi de montrer aux jeunes ingénieurs que en fait, la science ne sert pas qu'à détruire le monde, et elle peut participer à l'émerveillement, et de ramener les gens à des utopies, qu'elles soient mathématiques, informatiques, etc. Moi, je suis passionné d'informatique, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là aussi, et mais je garde en mémoire le jour où, en 93, on m'a parlé d'Internet pour la première fois, et on pouvait envoyer un mail à des gens. Je me suis dit, mais ce truc, c'est juste génial. Et je suis toujours émerveillé par ça. Et on perd l'émerveillement au bout d'un moment. Et ce projet, il a aussi cette vocation-là d'inspirer les jeunes ou les moins jeunes, hein, parce que moi, je suis moins jeune maintenant, et puis on a beaucoup de gens de mon âge dans cet asso. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces applications de la science. Ouais. Et le code que vous avez publié, enfin le code que vous avez inventé, l'algorithme, il est public ou Non, il n'est pas public, mais c'est pas une volonté, c'est que en fait, on veut pas le présenter comme un projet informatique. Les appels à nous aider, c'est plutôt pour projeter les images que sur le code. En fait, il n'a pas bougé depuis 7 ans, mais on pourrait tout à fait le mettre en open source. D'ailleurs, je pense qu'en regardant les sources, il doit plus ou moins y être. Mais en fait, c'était plus d'avoir l'idée de faire quelque chose qui était difficile que d'écrire ce code. Parce qu'en fait, finalement, c'est de la trigonométrie. Mais c'était de se dire, tiens, il y a ce satellite-là, qu'est-ce qu'on peut faire de ces images? Et c'est toujours pareil, c'est de coder un truc entre l'intention. Et puis après, c'est d'avoir le message philosophique pour déployer ça. Donc le challenge, c'était vraiment d'avoir l'idée. C'était complexe. Hein, et ça, c'est mon ami Michael Bocara qui, lui, a fait toute la partie code de ça. Mais cette partie code, on ne l'a quasiment pas touchée depuis 8 ans. Et aujourd'hui, c'est plus comment on peut l'enrichir émotionnellement et pour embarquer le plus de gens possible dans cette révolution bleue. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions? Oui, monsieur. Ouais. Je pense que ça a été... j'ai juste une question, merci. Effectivement, c'est très émouvant et on n'est pas les seuls en France. C'est la Terre, c'est de la Terre dont vous parlez. Ouais. Est-ce que vous avez des relais à l'international? Ah oui, énormément. Et justement, c'est pour ça qu'on veut montrer cette carte. Je vous donne un exemple. La semaine dernière, j'ai un ami qui était à Kyoto et il me dit, j'étais dans l'hôtel machin, c'était génial la projection que vous avez fait. Nous, on ne savait même pas qu'il y avait une projection. C'est pour ça qu'on va mettre une carte. Et nous, on a une newsletter où on voit les gens qui s'abonnent du Mexique, du Groenland, enfin de partout. Et là, ce qu'on va essayer, c'est de le donner à voir. Et le fait qu'il y ait une carte interactive, on va essayer de la faire vraiment très, très belle et très émotionnelle. Ça va donner à voir ce mouvement-là. Mais on a des relais dans plein de pays du monde, mais pour l'instant, ce n'est pas structuré. On n'a pas des responsables par pays, mais on veut pas. On veut faire un truc qui soit simple, où les gens, et on va faire des vidéos aussi pour aider les gens à créer des événements, parce qu'il y en a qui ne savent pas s'ils ont le droit, pas le droit d'utiliser ces vidéos. Pourtant, c'est écrit partout, mais on va faire des tutos pour faire ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'être international, et le roman... Il a aussi pour, on va dire, scène la Terre, tous les peuples de la Terre. Ça se passe dans le monde entier. Et pour moi, les deux sont complètement reliés. C'est-à-dire, si les gens veulent creuser un peu tous les aspects scientifiques, philosophiques et géopolitiques, le roman, il peut donner une espèce de roadmap, en fait, pour faire cette révolution bleue. Et ça va bien plus loin que la question de l'overview effect. Et il y a l'intention de les traduire dans différentes langues. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. Et dans le roman One Home, moi j'aime bien jouer entre la fiction et la réalité. En fait, One Home, c'est un spin-off de mon premier roman. Et là, dans le roman, ils utilisent One Home. Donc, et moi-même, je ne sais même plus si je suis dans la réalité ou la fiction, quoi. Donc, voilà. Bonjour. Donc, oui. Je suis là. Déjà, premièrement, donc, je voulais vous remercier au même titre, de la même manière qu'on vous a remercié avant. Déjà, première chose, je peux vous assurer que vous avez un ambassadeur avec moi. La première chose que je vais faire, c'est que quand je vais rentrer chez moi, je vais montrer ça à mes enfants. Je vais montrer ça aux différentes classes. Ça, vous pouvez en être absolument sûr. Et en fait, j'ai une première question de néophyte, peut-être très bête. Hein. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'image en fait, animée, c'est que la Terre était très statique. Ouais. En termes de, en fait, toutes les dépressions qu'on voit, en fait, on les voit pas bouger. Est-ce que c'est dû au fait que ça tourne trop vite pour voir effectivement un mouvement? En fait, si vous regarderez chez vous, hein, vous fixez un point et vous allez voir que ça se déforme. Mais quand on regarde en général, on regarde le truc qui est au milieu
Et en fait, au milieu, ça ne change pas trop parce qu'il faut regarder la déformation après quand la dépression arrive. Mais elle change. Si vous en prenez une qui va naître, on va dire, dans l'océan Pacifique et vous voyez qu'elle va se déformer, et nous, on a 10 images et l'état de la couche nuageuse, elle est complètement différent. Et on interpole. Il y a eu tout un travail pour interpoler les nuages. Donc, ça bouge. Mais je pense que l'algorithme fait que ça sous-estime peut-être certains mouvements, mais ça bouge quand même, quoi. Voilà. Après, si vous aviez une autre question derrière. Oui, en fait, derrière, c'est vous avez lancé, je pense, quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que vous n'avez pas le projet de renvoyer un satellite ? En fait, il faudrait qu'il fasse la même chose. Mais c'est une bonne question parce que quand ce satellite est parti en 2015, normalement, il a du carburant pour 5 ans. Donc, normalement, il devait s'arrêter en 2000. Et les dernières discussions qu'on a avec la NASA, c'est qu'ils ont été très économes sur cette courbe de Lissajous et ils devraient en avoir pour 15 ans. C'est-à-dire 2030. 2030, c'est après-demain, quoi. Donc, ça veut dire qu'en 2030, on n'aura plus de satellite qui produit ces images. Mais comme c'est un satellite dont les États-Unis ont besoin dans le dispositif de cyberdéfense, ces éruptions solaires, c'est la plus grosse menace cyber de tous les temps, hein. Il y a un événement qui a été enregistré en 1859 qui s'appelle l'événement de Carrington. En fait, si demain il y a ça sur Terre, vous avez tous les appareils électroniques de la Terre qui s'arrêtent et tout ce qui est électrique qui s'arrête, c'est-à-dire que donc là, vous n'aurez plus votre téléphone, plus rien, plus vos data centers, mais surtout, après, vous avez une rébellion humaine comme vous n'avez jamais vu, puisque les voitures s'arrêtent, les trucs de réseau d'eau s'arrêtent, c'est la plus grande menace cyber. Il y a eu une petite éruption solaire il y a 3 ans ou 4 ans, mais c'est parti dans le sens, pas vers la Terre, une explosion qui était beaucoup plus grosse que d'habitude. La Barclays a estimé que si elle avait touché la Terre, celle-là, rien que les dégâts sur les États-Unis, c'était 2000 milliards de dollars. Et donc, je pense que les États-Unis auront besoin de faire évoluer, de remplacer ce satellite, mais ça dépendra de l'administration, parce que si on est sur une administration républicaine, ils ne vont pas remettre une caméra pour filmer la Terre dedans, donc à un moment, il faudra peut-être faire ça. Mais d'un autre côté, nous, par exemple, dans nos vidéos, celle de Yael Naïm, on l'a faite en 2020, cette vidéo. Ce qui compte, ce n'est pas nécessairement d'avoir les dernières images de la Terre, c'est l'intention, quoi. Donc même s'il n'y avait pas de satellite, nous, on a 6 ans de données sur ce satellite. Donc avec ça, on peut quand même faire cette émotion-là. Mais c'est vrai que l'idée, qui était l'idée initiale d'Al Gore, oui, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Et ça serait bien qu'il y ait toujours un satellite qui ait une petite vigie. Et c'est fou de se dire que la Terre, grâce aux humains... ça s'est auto-organisé, ils ont envoyé une petite image là, qui est une sorte de selfie géant, qui lui rappelle à tout instant à quoi elle ressemble. C'est un peu comme si vous découvriez un matin que les cellules de votre foie avaient fait une grande expédition autour de vous pour voir à qui elles appartiennent. C'est un peu ça qu'ont fait les humains et ça change notre regard sur la conquête spatiale. Voilà. Merci, et je pense à la dernière question parce que vous devez après partir. Et merci à vous tous et allez sur, merci sur ces sites. Je vous donne donc rendez-vous au Sporting pour notre soirée disco à partir de 20h. Au Sporting, attention.